le dialogue social au service de l'amélioration des conditions de travail. Alors, c'est une notion effectivement dont on parle beaucoup, qu'on essaye de promouvoir dans les entreprises. Pour autant, ce ne sont pas des notions, le dialogue social et l'amélioration des conditions de travail qui sont si récentes que ça quand on regarde les textes. Si on remonte dans le temps, l'apparition de cette notion, elle est même très ancienne, puisqu'en fait, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a une constitution en 1946 avec un préambule qui fait aujourd'hui toujours partie de notre constitution et sur lequel le Conseil constitutionnel s'appuie. On a eu une décision il y a quelques jours rendue par le Conseil constitutionnel en matière d'élection professionnelle qui s'est appuyée sur ce texte-là. Et donc, depuis 1946, dans notre Constitution, il est écrit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail. Donc, c'était vraiment un vœu pieux qui a été posé au sortir de la guerre, de la nécessité dans nos entreprises qu'il y ait un dialogue qui s'opère autour de cette question centrale des conditions de travail dans l'entreprise. Alors, cette version de 46 que je vous ai lue, elle était très tournée par l'intermédiaire des délégués, c'est-à-dire que vraiment c'était l'axe de ce dialogue social, ce n'était pas un dialogue direct entre les salariés et l'employeur, mais c'était vraiment par la représentation, par l'intermédiaire de la représentation du personnel que tout cela se structurait. Et c'est donc le canal un peu exclusif jusque dans les années 80 où est apparu qu'on appelle le droit d'expression directe des salariés. Donc on s'est dit finalement, il y a quelque chose aussi à rajouter. Tout ne peut être pas passé par la représentation du personnel parce que parfois il n'y en a pas ou qu'il y a aussi nécessité d'avoir un autre espace d'expression plus direct pour les salariés. Donc on a vu apparaître cette notion d'expression directe des salariés. Alors, tout ça était dans les textes, était dans le code, mais la réalité et les constats qui ont été beaucoup partagés dans les années, fin des années 90, début des années 2000, c'était que pour autant, les statistiques sur la réalité du dialogue social, notamment sur la question des conditions de travail, étaient quand même relativement faibles. On était assez en retard, et notamment lorsqu'on se comparait avec l'Allemagne ou les pays scandinaves au sein de l'Union européenne. Donc, depuis les années 2000, il y a vraiment une volonté de booster le dialogue social en matière de conditions de travail et avec une modélisation en se disant c'est vraiment possible aussi en France à partir du socle qui concernait aussi bien sûr les conditions de travail qui était début des années 2000 la mise en place des 35 heures, la réduction du temps de travail qui s'est inscrite dans le dialogue, on passait par des accords. Et il n'y a jamais eu autant d'accords collectifs depuis 1945 conclus dans des entreprises françaises qu'au moment des 35 heures. Et du coup, dans beaucoup d'entreprises, ça s'est fait avec la représentation du personnel. Dans d'autres, ça se faisait de façon directe avec les salariés. Et donc, il y a eu ce laboratoire de la réduction du temps de travail qui a montré concrètement qu'on pouvait négocier, avoir un vrai dialogue social autour des conditions de travail. Et donc, après cette expérimentation dans le champ de la durée du travail, vraiment, les gouvernements successifs ont essayé de mettre un booster et de faciliter le dialogue social. Alors, on a eu plein de lois qui l'ont boosté. Dans les toutes dernières, les fameuses ordonnances Macron, dont le vrai titre juridique, c'est les ordonnances dialogue social. Donc, ça a été la dernière pierre à l'édifice, mais il y a beaucoup de textes, donc on va vous les épargner. Mais l'idée était de faciliter, donc de mettre de plus en plus d'outils pour permettre, quelles que soient les entreprises, qu'il y ait une représentation du personnel ou qu'il n'y en ait pas, et quelle que soit la taille de l'entreprise, d'avoir des outils adaptés pour pouvoir dialoguer. Donc ça, a vraiment été le premier axe autour duquel les textes se sont renforcés. Et puis, le deuxième axe a été de dire, on veut vraiment que le dialogue social ne porte pas que sur la question, certes importante, mais qui focalisait toute l'attention des échanges, qui était la question de la rémunération. On a montré qu'avec les 35 heures, on était capable de, ensemble, pouvoir
travailler sur des questions d'organisation, sur les questions de conditions de travail. Et donc, dans les textes, petit à petit, se sont vraiment déployés toute la question des conditions de travail, de la qualité de vie au travail. Et donc vraiment, il y a eu un enrichissement progressif des textes sur tout ce volet. Donc, premier socle, des conditions de travail, l'organisation, l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Et ensuite, on a vraiment déployé la question des conditions de travail beaucoup plus concrètes, avec l'environnement de travail, l'aménagement des postes, toutes les questions vraiment organisationnelles, puis d'articulation entre la vie professionnelle et aussi la sphère privée du salarié. Alors, dans la présentation qu'on vous propose, compte tenu du fait que vraiment on a déployé des outils et totalement différents selon la réalité de l'entreprise, notamment au niveau de la représentation du personnel, du coup, on va vous présenter de façon un peu simplifiée parce qu'il y a énormément de cases, donc on a essayé de vous offrir quand même de la lisibilité. Et donc, on va distinguer selon les 3 grands, on va dire, contextes principaux d'entreprise. Donc, on va commencer par les entreprises qui ont plus de 50 salariés, qui ont une structure de représentation du personnel très complexe. C'est-à-dire, j'ai plus de 50 salariés, j'ai mis en place un CSE et j'ai également une représentation syndicale au sein de mon entreprise. Donc, il y a des organisations syndicales qui sont présentées aux élections et qui ont démontré qu'elles étaient représentatives des salariés. Dans cette structure-là d'entreprise, le dialogue social, il se fait vraiment, là pour le coup, toujours par le biais de la représentation du personnel. Donc, on a vraiment un canal principal qui est par le biais de la représentation du personnel avec 2 facettes, 2 pôles qu'on va voir très différents. Le premier pôle, c'est celui du décider ensemble. Et on va se mettre autour de la table et on va négocier. On va co-décider de ce que seront les conditions de travail sur un certain nombre d'aspects. Donc ça, c'est le pôle de la négociation. On va commencer par celui-là. Et ensuite, le deuxième pôle est plus celui, non pas de la codécision, mais de l'écoute, de l'échange, de la remontée d'informations auprès de la direction des réalités vécues par les salariés en termes de conditions de travail. Et là, c'est plus le pôle de l'information et de la consultation des échanges. On a ces 2 pôles parce que sur ces 2 pôles, on a vraiment des interlocuteurs différents. Le pôle de la codécision, de la négociation, il se fait avec les organisations syndicales. Donc là, il y a vraiment un monopole dans les entreprises où on a une organisation syndicale majoritaire ou plusieurs organisations syndicales qui ont démontré leur représentativité. On va négocier déjà de façon obligatoire sur un certain nombre de thématiques. Donc, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, aujourd'hui, il y a un pôle entier qui est dédié à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, alors qui va être complété avec la loi santé au travail à compter de fin mars de l'année prochaine par la notion de qualité des conditions de travail. Donc, on renforce encore le texte dans le sens de nos échanges d'aujourd'hui. Et donc, au moins une fois par an, on va devoir discuter avec les organisations syndicales de ces qualités de conditions de travail autour de la question de l'articulation de la vie professionnelle et personnelle, de la question de l'égalité professionnelle dans l'entreprise, mais aussi de l'expression directe des salariés. Quels sont les espaces qu'on laisse pour que les salariés puissent exprimer des feedbacks, exprimer leur réalité professionnelle du quotidien en termes de conditions de travail. Et puis, la discussion aussi extrêmement importante aujourd'hui en matière de conditions de travail sur le droit à la déconnexion. Comment je contribue à la qualité de vie au travail en prenant en compte les contraintes liées à l'usage des outils numériques et comment je garantis une déconnexion de mes salariés. Donc ça, c'est vraiment un premier pôle sur lequel, là, on va se mettre autour de la table pour potentiellement prendre des décisions partagées. Dans ce pôle des négociations, on a aussi tout le volet relatif au temps de travail, puisque là aussi, une fois par an, on doit se mettre autour de la table avec nos représentants syndicaux pour faire un point et envisager
des évolutions, le cas échéant, en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise, hein, sur vraiment toutes ces facettes. Donc, on a vraiment déjà un cœur du réacteur où on a un rendez-vous annuel pour discuter de ces thématiques. Puis, en dehors de ce rendez-vous prévu une fois par an, eh bien, le législateur aussi nous invite à discuter sur toute une série d'autres thématiques. On va prendre l'exemple du télétravail. Vraiment, aujourd'hui, l'invitation, c'est de structurer le recours au télétravail dans l'entreprise, d'abord par la négociation, hein. Donc, il y a une priorisation sur tout un ensemble de thématiques. On a aussi toute l'appropriation des règles relatives aux congés payés, par exemple, qui vont aussi aux congés particuliers, comme les congés pour événements familiaux, etc. Donc, toute cette sphère qui va vraiment contribuer à la réalité des conditions de travail du quotidien, la priorisation, c'est lorsqu'on a des partenaires sociaux, des organisations syndicales dans l'entreprise, c'est d'abord négocier et d'essayer de codécider, et uniquement si cela n'est pas possible, de basculer sur une modalité plus unilatérale. Deuxième pôle, c'est plus celui de l'échange, en fait, hein, non pas de la codécision, mais du pur dialogue où on confronte les visions, et celle de l'employeur est en vocation à s'enrichir de, du regard porté par les salariés. Et cette partie-là, elle se structure vraiment autour du CSE, hein, puisque vous savez, le CSE, c'est l'instance de représentation nouvelle qui est issue de la fusion notamment du comité d'entreprise et des anciens CHSCT. Le C et le T de CHSCT, c'était les conditions de travail. Le CSE a repris toutes ces attributions, et d'ailleurs, au moment de la création, hein, du CSE, la ministre du Travail, qui portait le texte, a beaucoup insisté sur le fait que l'une des vocations principales du CSE, cette instance unique, c'était que l'ensemble des représentants du personnel s'approprient cette problématique de la santé et des conditions de travail, et d'ailleurs en imposant le fait que tous suivent une formation dans le champ, hein, de la santé et des conditions de travail. Donc ça devient une attribution première du CSE, avec l'appui dans les entreprises de plus de 300 d'une commission, la CSSCT, qui est aussi dédiée à avoir porté un regard encore plus expert sur ces questions de conditions de travail. Donc le dialogue dans le CSE, il se structure de deux façons. D'abord à l'initiative de l'entreprise, on a des temps de consultation où on va présenter des données relatives aux conditions de travail une fois par an, et on va nourrir un dialogue et avec les représentants du personnel. Donc, on a une grande consultation annuelle qui est prévue en matière de politique sociale et de conditions de travail, qui va être vraiment l'occasion de donner de la visibilité sur ce que fait l'entreprise et d'avoir un échange franc sur ces sujets. Et les données se structurent notamment par la remise d'un bilan sur lequel on fait un point sur toutes les actions en matière non seulement de santé, mais également un bilan sur la réalité des conditions de travail dans l'entreprise. Au-delà de ce point d'échange annuel, chaque fois que l'entreprise va envisager de déployer un projet qui va être impactant dans l'organisation du travail, le CSE va être vraiment saisi en amont au titre d'une consultation. On va lui présenter le projet, ils vont émettre un avis, et au cœur de cet avis, on a bien entendu l'impact sur les conditions de travail. Et d'ailleurs, si le projet pouvait avoir un impact important sur les conditions de travail, le CSE pourrait même être assisté d'un expert pour éclairer vraiment la nature des impacts, et que le CSE puisse en retour formuler un avis, des propositions, des préconisations dans tout ce champ. Ces projets pouvant bien sûr être le télétravail aussi, via une charte. Si on n'a pas pu avoir d'accord, eh bien, on va repasser par un deuxième temps de dialogue social avant l'adoption d'une charte en matière de télétravail ou de déconnexion. Donc, on aura à nouveau un temps d'échange et de dialogue.
Pour finir, au niveau du CSE, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le dialogue social, il va aussi être instillé sur les questions de conditions de travail à l'initiative également du CSE, puisque dans les compétences du CSE, il y a le fait de venir vraiment pouvoir porter des propositions à l'égard de la direction en matière d'amélioration des conditions de travail. Donc, dans la mission du CSE, il y a étudier, faire des inspections dans les différents sites, par exemple, de l'entreprise, et sur cette base-là de connaissances très concrètes des réalités de conditions de travail, de pouvoir amener, porter des propositions vis-à-vis de la direction de l'entreprise qui vont devoir faire l'objet d'un dialogue en réunion avec voilà, des éléments de réponse concrets par rapport à ces propositions qui seront apportées par la direction. Alors, toutes les entreprises n'ont pas forcément une présence syndicale et du coup, d'autres outils que va vous présenter Alexandre Marcon ont été déployés pour leur permettre aussi un déploiement du dialogue social. Merci Dorian. Ah oui, effectivement, on va maintenant aborder la situation des entreprises qui sont effectivement dépourvues de délégués syndicaux et pour lesquels, comme Dorian Jarja l'a dit tout à l'heure en introduction, des lois successives ont progressivement ouvert la possibilité de négocier et donc ouvert la voie du dialogue social dans ces entreprises malgré l'absence de délégués syndicaux. La première hypothèse que l'on va aborder, c'est celle des entreprises de plus de 50 salariés avec CSE, mais donc cette fois-ci qui sont dépourvues de délégués syndicaux. S'agissant tout d'abord du champ de la consultation, tel que vient de l'aborder Dorian Jarja, il n'y a pas de différence puisque le CSE conserve un rôle strictement identique en matière de prérogatives sur les conditions de travail. Là où les choses changent, c'est sur la partie négociation, puisque par définition, les partenaires des délégués syndicaux, on n'en a pas. Dès lors, il y a des règles dérogatoires qui ont été mises en place pour offrir la faculté, donc dans ces entreprises, de conclure malgré tout des accords collectifs portant donc notamment sur les conditions de travail. Donc de manière générale, ce qu'il faut avoir à l'esprit dans le cadre de ces négociations, et même si on n'a pas de délégués syndicaux, c'est naturellement des grands principes qui sont actés dans le cadre de ces négociations, à savoir naturellement l'indépendance des négociateurs, notamment indépendance vis-à-vis de l'employeur, l'importance d'une forme de concertation avec les salariés, et puis naturellement la faculté pour ces négociateurs, même s'ils ne sont pas directement liés à une organisation syndicale, la possibilité de solliciter le support auprès de ces organisations syndicales. Ça, c'est un peu des grands principes généraux qui sont valables pour toutes les négociations dérogatoires, peu important la taille de l'entreprise. Donc, pour revenir plus précisément sur les entreprises de plus de 50 salariés, avec qui est-ce qu'on peut négocier du coup quand on n'a pas de délégués syndicaux? Eh bien, dans ces entreprises-là, il y a différents partenaires envisageables, avec toutefois la spécificité qu'il y a un ordre de priorité des partenaires à la négociation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir qui l'on veut comme partenaire, comme ça pourrait être le cas, on le verra plus tard, dans d'autres typologies de structures. Donc là, en l'occurrence, la priorité, elle est donnée aux élus du CSE titulaires et mandatés par des syndicats représentatifs dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel. À défaut, ce sont les élus du CSE titulaires non mandatés qui seront vos partenaires de discussion. Et puis, si aucun élu ne s'est porté volontaire pour négocier, mandaté ou non, eh bien, la voie qui reste, c'est celle du mandatement de salariés par des syndicats représentatifs.
Donc, vous l'aurez compris, là où dans les entreprises disposant de délégués syndicaux, le CSE a entre guillemets uniquement un rôle de consultation, là, le CSE dans cette entreprise-là, il bascule également sur un rôle de potentiel partenaire de négociation, de discussion, d'accord collectif. Et donc, évidemment, dans les entreprises de plus de 50 salariés qui n'ont ni délégués syndicaux ni CSE, et bien naturellement, la seule voie possible pour négocier, ce sera la voie d'un mandatement de salariés par des syndicats représentatifs. Il n'y a donc pas, dans les entreprises de plus de 50 salariés, d'option de référendum direct avec les salariés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager l'option de dire bah, moi, je prépare un projet en tant qu'employeur que je soumets directement à mes salariés pour obtenir leur approbation. Donc concrètement, comment ça se passe en pratique et de manière très schématique? Eh bien, il faut effectivement informer les partenaires de l'entreprise sur votre volonté d'ouvrir des discussions. Donc ça suppose quoi? Ça suppose naturellement d'informer les élus, mais également d'informer les syndicats représentatifs au niveau de votre branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. À partir du moment où vous informez ces personnes-là, il y a un délai d'1 mois qui s'écoule, délai d'1 mois au cours duquel les élus pourront faire part de leur volonté de négocier ou non et, le cas échéant, de vous informer de leur mandatement. Au terme de délai d'1 mois, il y a 2 options. Soit vous avez des partenaires qui se sont manifestés, donc des élus du CSE titulaires, soit vous avez personne, et auquel cas, la 3e voie des salariés mandatés reste ouverte, et auquel cas, vous pourrez éventuellement solliciter des salariés pour ouvrir la discussion et la négociation. Ensuite, ce n'est pas tout d'ouvrir la négociation, encore faut-il savoir sur quoi est-ce qu'on peut négocier, quel est le champ de la négociation. Et sur ce point, dans l'entreprise de plus de 50 salariés, le champ de négociation, il est variable selon les partenaires que l'on a face à nous dans le cadre de la négociation. Ainsi, quand on négocie avec des élus ou des salariés qui sont mandatés par des syndicats représentatifs, le champ de la négociation est extrêmement large puisque tous les thèmes ouverts à la négociation peuvent faire l'objet d'une négociation, à l'exception naturellement de quelques types d'accords bien spécifiques, tels que par exemple les plans de sauvegarde de l'emploi, où là, effectivement, dans ces matières-là, les délégués syndicaux demeurent les seuls partenaires possibles. Donc concrètement, si on négocie avec des élus ou des salariés mandatés, le champ de la négociation est extrêmement large, le plus large possible. Et dans ce cadre-là, si un accord est conclu, il devra ensuite être ratifié par référendum à la majorité simple par les salariés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 phases. Il y a la première phase de discussion, de négociation, et la seconde phase d'approbation par les salariés à la majorité simple. Si en revanche, vos partenaires de discussion, ce sont des élus non mandatés, donc des élus du CSE titulaires non mandatés, et bien là, le champ de la négociation se restreint fortement, puisqu'il devient limité au seul thème soumis par la loi à un accord collectif. Donc concrètement, là pour le coup, s'agissant des conditions de travail, le seul domaine véritablement sur lequel vous allez pouvoir négocier, ouvrir le dialogue social, ce sera essentiellement l'aménagement du temps de travail. Concrètement, si vous souhaitiez envisager un accord pour améliorer l'ergonomie ou des sujets de ce type-là, malheureusement, là, ça pourrait pas, vous ne pourriez pas envisager une négociation avec des élus non mandatés puisque ce n'est pas des thématiques qui sont soumises par la loi à un accord collectif. Par ailleurs, si vous négociez avec des élus non mandatés, dans cette hypothèse-là, l'accord devra être signé par des élus titulaires qui représentent la moitié des suffrages exprimés. Mais contrairement à la première hypothèse, il n'y aura pas de référendum à effectuer auprès des salariés. Donc l'accord sera valable dès lors qu'il est signé par des élus titulaires qui représentent la majorité des suffrages exprimés.
Donc ça, c'était l'hypothèse des entreprises de plus de 50 salariés qui disposent ou non de CSE. On va voir maintenant une autre hypothèse, celle des entreprises de 11 à 49 salariés. Dans ces entreprises-là, le rôle du CSE change, puisque vous savez, le CSE, l'entreprise de moins de 50 salariés, a des attributions fortement réduites, et notamment toutes les consultations annuelles obligatoires qu'évoquait tout à l'heure Dorian Jarja n'existent plus. Néanmoins, le CSE, s'agissant des conditions de travail, conserve malgré tout un rôle qui est d'ailleurs acté dans le Code du travail lui-même et qui prévoit que le CSE conserve la mission de promotion de la santé et d'amélioration des conditions de travail. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, même si vous n'avez pas de consultation à organiser en tant que telle dans le cadre de projets ou dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, néanmoins, un dialogue social demeure avec le CSE s'agissant de la thématique des conditions de travail. Sur le volet, cette fois-ci, négociation, les partenaires restent identiques à ceux des entreprises de plus de 50 salariés dépourvus de délégués syndicaux. Néanmoins, et parce que ça aurait été trop simple si les règles avaient été identiques, il y a malgré tout quelques aménagements que je vais aborder tout de suite. Alors là, au niveau des partenaires de négociation, contrairement aux entreprises de plus de 50 salariés, il y a une liberté de choix des interlocuteurs de la négociation. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez avec qui vous souhaitez discuter, CSE ou salariés mandatés. Il n'y a plus d'ordre de priorité. Et donc là, il y a véritablement un choix à faire, s'agissant qu'effectivement, pour la qualité, on va dire, des relations avec les partenaires sociaux, effectivement, on peut imaginer qu'en pratique, il est quand même préférable de tenter d'ouvrir en priorité des discussions avec les élus du CSE titulaires plutôt que de les zapper en tentant une approche directe avec des salariés mandatés. S'agissant des thématiques de négociation, alors là, peu important le partenaire, il n'y a pas de restriction dans les thèmes de négociation, c'est-à-dire que le champ est le plus large possible. Si on négocie avec un salarié mandaté, comme pour les entreprises de plus de 50 salariés, il faudra passer par la ratification de l'accord à la majorité simple des salariés. Donc là, il y aura donc encore une fois deux phases, la phase de discussion, de conclusion de l'accord, et puis la seconde phase de ratification par les salariés, à la majorité simple. Si en revanche, on négocie avec des élus du CSE titulaires, qu'ils soient mandatés ou non, donc ce qui fait déjà une petite différence par rapport aux entreprises de plus de 50 salariés, eh bien là, il suffira que l'accord soit signé par des élus titulaires qui représentent la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Donc concrètement, l'intérêt de discuter avec des élus titulaires, il est aussi au niveau de la conclusion même de l'accord, puisque effectivement, on s'évite l'obligation d'organiser un référendum auprès des salariés. Et puis, dernière hypothèse sur laquelle il nous semblait important de revenir, ça concerne les toutes petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 11 salariés qui, par définition, eux, n'ont généralement aucun délégué syndical naturellement, mais non plus de CSE, puisque le CSE n'a été mis en place que dans l'entreprise de plus de 11 salariés. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, dans ces entreprises de moins de 11 salariés, le dialogue social était pour le moins résiduel, voire quasi inexistant. Donc c'est vrai que l'objectif des gouvernements successifs a été de tenter de créer, d'instaurer les conditions d'un dialogue social possible dans ces petites entreprises et donc également de leur offrir l'opportunité de conclure des accords collectifs, et notamment sur la thématique, bien entendu, des conditions de travail. Donc là, dans ces entreprises de moins de 11 salariés, en l'absence de tout partenaire représentant du personnel ou délégués syndicaux, eh bien, le dialogue s'instaure
directement avec les salariés. Donc là, c'est vraiment le dialogue le plus direct qui soit. Donc en pratique, comment ça se passe? Eh bien, c'est à l'employeur qu'il revient d'élaborer un projet d'accord qui soumet tout simplement entre guillemets, hein, aux salariés par la voie d'un référendum. Donc là, encore une fois, s'agissant de ces modalités-là, dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'accord il peut porter sur tout sujet ouvert à la négociation collective. Hein. Encore une fois, en ayant à l'esprit qu'il y a certaines thématiques, comme en matière de licenciement économique, pour faire schématique, où là, effectivement, on ne pourra pas négocier d'accord directement avec les salariés. Mais sinon, le champ de la négociation est le plus large possible. Cet accord doit ensuite donc être soumis à consultation des salariés, consultation qui doit intervenir au plus tôt 15 jours après la communication du projet aux salariés. Et le projet d'accord se transforme en quelque sorte en accord collectif, si approuvé cette fois-ci non pas à la majorité simple, mais à la majorité des 2/3 des salariés. Cette faculté de procéder par un dialogue direct avec les salariés, donc sur la base d'un référendum, elle est également ouverte aux entreprises de 11 à 20 salariés qui disposent d'un PV de carence tout simplement en matière de CSE, c'est-à-dire qu'elles ont organisé des élections du CSE, mais aucun salarié ne s'est porté candidat ou n'a été élu, et donc il y a un PV de carence, et donc dans ces entreprises-là, 11 à 20, on peut également avoir l'option d'un dialogue social direct avec les salariés. Alors quand on dit dialogue social direct, quand on dit référendum, il y a quand même quelques garde-fous qui ont été instaurés, puisque le référendum, ce n'est pas un référendum à main levée, ce n'est pas une signature de l'accord sur un coin de table, c'est un véritable référendum à organiser et qui est encadré par des conditions strictes. En pratique, et sans entrer dans un détail très poussé, concrètement, ça veut dire qu'il va falloir, la première étape, ce sera d'abord de dresser naturellement la liste des salariés à consulter sur le projet d'accord. La deuxième étape, ce sera de les informer sur le déroulement du référendum, la date, l'heure, le lieu. Naturellement, de communiquer le projet d'accord aux salariés, donc encore une fois, au moins 15 jours avant la date que vous aurez fixée pour la consultation. Et puis ensuite, le jour J, c'est d'organiser un référendum dont l'employeur est le seul responsable de l'organisation. Et une fois le référendum effectué, il faut à ce moment-là dresser un procès-verbal. Donc en quelque sorte, schématiquement, on pourrait dire que c'est une forme de mini processus électoral, si on voulait faire un parallèle pour avoir un petit peu un état d'esprit des contraintes qui se posent. Sachant que le référendum, il doit être organisé de telle sorte à garantir à la fois le caractère personnel du choix du salarié et le secret du référendum qui doit être garanti. Donc c'est là où effectivement le parallèle avec les élections professionnelles prend tout son sens. Donc là, globalement, les différentes hypothèses qu'on souhaitait balayer avec vous pour concrètement vous exposer, selon la typologie de société, quels pouvaient être pour vous les partenaires de discussion dans le cadre d'un dialogue social sur les conditions de travail, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, de telle sorte à vous permettre de savoir vers qui vous tournez si vous souhaitez demain ouvrir une discussion, nourrir un dialogue social au sein de votre entreprise, conclure des accords collectifs. Voilà, du coup, voilà, notre objectif était vraiment de surtout d'insister sur les partenaires disponibles pour vous et effectivement vous confirmer que même si vous n'avez pas de délégués syndicaux ou que vous êtes une petite entreprise, le dialogue social reste possible et la conclusion d'accords collectifs également. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Dorian pour cette présentation, encore une fois très claire. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à le faire savoir à ce stade, avant l'intervention de Rémi Côté, voilà, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, nous aurons le temps d'échange en fin de webinaire. Bien, pas de questions. Eh bien, écoutez, Rémi, c'est à vous. Alors, écoutez, je vais essayer de faire le partage moi aussi. Oui. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, alors, on voit votre écran. En revanche... Pas en entier. Voilà. Ouais. Voilà. Ah, c'est bon, super. C'est bon? Oui, c'est parfait. OK. Donc effectivement, je suis Rémi Côté, chargé de mission à l'ARACT. Donc comme je disais, je vais très rapidement dire 2 mots sur ce qu'est l'ARACT pour ceux qui ne connaîtraient pas le réseau ANACT-ARACT. Donc l'ARACT, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est une association, loi 1901, régionale paritaire, c'est-à-dire qu'elle est administrée par les partenaires sociaux régionaux, côté patronal et côté syndicat de salariés. Et une structure qui appartient donc au réseau ANACT-ARACT, c'est-à-dire l'ANACT au niveau national, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui se trouve être à Lyon, mais qui est un établissement national, et des ARACT dans chacune des régions. Et l'ensemble du réseau travaille sur une double mission, qui est à la fois d'accompagner des entreprises ou des structures régionales ou territoriales ou sectorielles qui auraient des projets sur les conditions de travail. Et nous, notre créneau, c'est de travailler sur les aspects d'organisation du travail, de dialogue social et de relations professionnelles, de management. Voilà, c'est un peu nos portes d'entrée. Et tout cela, ces accompagnements sont au service d'un projet de capitalisation et de diffusion de méthodes, d'outils. C'est-à-dire qu'on n'est pas des purs consultants, mais tout ce qu'on fait, c'est au service d'une diffusion plus large auprès de l'ensemble des acteurs concernés par ces sujets. Pour information, au niveau de l'ARACT en région, en fait, on est une quinzaine d'intervenants, une vingtaine de salariés en tout, et dont une quinzaine d'intervenants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en introduction, c'est vrai que là, la première présentation, pour le coup, mettait beaucoup l'accent. Enfin, il y avait c'était présenté en termes de 2 piliers, en fait, qui étaient un pilier négociation et un pilier concertation. J'aurais tendance à dire que mon propos, pour le coup, première présentation était plutôt centrée sur le volet négociation. Ma présentation sera plus centrée sur le deuxième volet, donc c'est assez complémentaire sur les aspects concertation, je dirais fonctionnement quotidien du CSE, presque je pourrais dire. Par rapport à ça, sur le lien entre dialogue social et les conditions de travail, une première idée qui me paraît intéressante, c'est que de notre point de vue, les liens sont très intriqués et avec une vision large des conditions de travail. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut penser conditions de travail et dialogue social, ça pourrait être des concertations, des négociations sur les sujets prévention, sur les sujets accidents du travail, les risques psychosociaux, aujourd'hui de plus en plus les qualités de travail. Mais en réalité, ça concerne beaucoup de sujets qui peuvent être traités dans le cadre d'un dialogue social ou d'un CSE, qui peuvent être sur la charge de travail, sur les horaires, sur l'organisation, le management, le télétravail, ça a été mentionné. Typiquement aussi sur des contextes de changement, quand dans l'entreprise il y a un changement qui est en cours, une réorganisation, l'achat d'une nouvelle machine, voilà, n'importe quel type de changement qui sont dans l'entreprise, la plupart vont impacter les conditions de travail et donc ou générer des inquiétudes. Et donc discuter de ces sujets-là en CSE, c'est aussi une manière de discuter indirectement des conditions de travail. Et voilà, donc pour dire que, à mon avis, peut-être les 2 tiers des sujets discutés en CSE sont en réalité des sujets ont à voir avec les sujets conditions de travail. Et donc, pour le coup, mon propos va être aussi centré sur la qualité du dialogue au sein du CSE comme étant plus le fonctionnement au sein du CSE sera efficace et plus on peut espérer que ça ait des impacts positifs sur les conditions de travail. Alors, sur cet aspect de travail sur le fonctionnement du CSE, en fait, là, donc, ce qui va être la structuration de mon propos, j'ai proposé de l'articuler en fait autour de quatre aspects, donc que j'ai appelé une fondation et 3 piliers. La fondation, c'est la notion de vision partagée sur à quoi sert le CSE. Je reviendrai sur chacun des points après. Après 3 piliers, donc un pilier qui est le fonctionnement de l'instance CSE, donc comment l'organiser, comment l'animer, comment elle fonctionne au quotidien et de réunion en réunion. Des compétences que peuvent acquérir les participants au CSE et qui peuvent être utiles pour
Vous m'entendez? Qui peuvent être utiles pour oui, pardon, j'avais un qui peut être utile pour le bon fonctionnement du CSE. Et puis un troisième aspect sur lequel je reviendrai, qui est la relation. Voilà, c'est la qualité du dialogue. C'est-à-dire qu'on peut être compétent, on peut avoir un fonctionnement qui paraît correct, mais le dialogue est un peu grippé, et auquel cas, comment on peut sortir de cette impasse. Et puis je ferai un petit zoom en fin de présentation sur le cas des entreprises sans CSE. Voilà, comment on peut retrouver certains aspects de ce que j'aurais évoqué avant dans le cadre sans CSE. Donc, je vais balayer chacun des 4 points voilà, rapidement. Alors, j'ai été moins sage que mes collègues juristes sur mon diaporama qui est un peu long. Donc, je m'excuse, je vais peut-être passer rapidement sur certaines diapos, mais vous aurez le diaporama, en fait, donc vous pourrez vous y reporter. Certaines diapos peuvent être assez riches, mais peuvent servir d'outils sur lesquels vous pourrez vous appuyer si ça vous intéresse. Alors, sur la vision, voilà, les questions, voilà, les 2 questions qu'on peut se poser, en fait, dans le cadre du CSE, c'est en quoi le dialogue social au sein du CSE est utile pour l'entreprise et pour ses salariés, et quels sont les rôles respectifs du président, des représentants du personnel et des éventuels invités au CSE. Sous-entendu que si on ne sait pas répondre à cette question-là, ou si on y répond de manière maladroite, ou on ne sait pas dire autre chose que c'est pour faire plaisir à la loi parce que c'est obligatoire, on a peu de chances d'avoir un CSE qui soit très efficace parce qu'on y vient un peu sans trop savoir pourquoi et un peu dans la contrainte. Donc voilà, ça vaut le coup de réfléchir à quelle est l'utilité de tout ça en fait pour l'entreprise. Sous-entendu aussi que c'est une utilité complémentaire de celle du management. On a un schéma que j'ai pas repris, mais qui dans l'entreprise, c'est comme s'il y avait 2 branches qui reliaient la direction aux salariés, qui est la branche managériale d'un côté et la branche des représentants du personnel de l'autre. Voilà, donc c'est comment ces 2 branches sont complémentaires et ne font pas strictement la même chose, mais ça s'articule et sont complémentaires. Et également une utilité qui est partagée aussi. C'est-à-dire que si la direction, elle, voit une certaine utilité et que les représentants du personnel en voient une autre qui ne s'articule pas vraiment, c'est pareil, ça risque de générer un petit peu des tensions permanentes ou des incompréhensions permanentes. Donc il y a une notion de vision partagée. Et enfin, une vision qui légitime le rôle des représentants du personnel. Voilà, les représentants du personnel, ils ont un rôle spécifique dans l'entreprise qui n'est pas forcément toujours simple, dans lequel il est normal que parfois ils remontent des problèmes plus souvent que des voilà, c'est normal qu'ils remontent plus souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure que ceux qui arrivent à l'heure, ça fait partie de leur rôle. C'est normal qu'il y ait des désaccords parce qu'ils ne sont pas dans le même rôle que la direction. C'est normal qu'il y ait des débats. Donc voilà, donc un rôle aussi qui légitime tous ces aspects-là. Et ça nous paraît important que tant que tout ça n'est pas très clair dans l'entreprise, le dialogue social au quotidien aura du mal à être très, très performant de notre point de vue. Alors, 2 diapos sur lesquels je passe rapidement, en fait, voilà, qui peuvent servir d'outils. En fait, bon, cette première diapo-là, c'est des idées assez classiques de ce qu'on met derrière, enfin, voilà, de ce qu'on peut renvoyer en termes d'utilité du dialogue social au fur et à mesure des réunions du CSE, les réunions mensuelles du CSE. Voilà, des logiques d'information mutuelle remontant ou descendant sur la vie de l'entreprise, des logiques de concertation sur les sujets du moment, les sujets qui font débat, les projets en cours, les changements en cours, les projets en cours. Et là, on peut en discuter un peu sur le fond et voir comment ils évoluent et ce qu'on met en place. Des projets qu'on aurait choisi en propre de travailler au sein du CSE. Par exemple, voilà, il y a une entreprise qui décide de travailler sur le télétravail. Bon, on met un groupe de travail sur le télétravail, ou alors sur la charge de travail, ou sur n'importe quel sujet qui serait un sujet du moment dans l'entreprise ou qui poserait problème, et on décide d'en faire un projet à part entière. Et enfin, un espace aussi de négociation, donc là, ça a été bien développé précédemment, voilà, qui vient incarner toutes ces discussions-là dans un cadre, dans un accord, dans un cadre un peu plus structurant qui laisse trace pour la suite. Donc là, donc, des éléments qui peuvent alimenter la vision que l'on peut avoir de l'utilité du CSE. Et une deuxième diapo qui vient illustrer le fait que c'est normal qu'il y ait des aspects, voilà, des enjeux différents de la part des dirigeants et des salariés. Voilà, comme je disais, bon, on n'a pas la même place dans l'entreprise et donc c'est normal qu'on ne voit pas les choses sous le même regard et sous le même angle. Pour autant, en fait, ces différences qui sont normales, elles sont quand même sous-tendues par des enjeux communs et ça vaut le coup parfois de se rendre compte. Si je prends la deuxième ligne sur les conditions de travail qui nous concernent plus aujourd'hui, bon, ben voilà, ça fait écho à des enjeux qui sont plus portés par les salariés, qui est de réduction de la pénibilité, de la charge de travail, voilà, ce type de sujet-là. Mais ça fait aussi écho à des enjeux de la direction autour de l'attractivité, de la fidélisation, voire même de l'efficacité des salariés qui, s'ils sont épanouis, seront peut-être plus performants. Donc, voilà, à travers
conditions de travail, c'est pas qu'un sujet de salarié, c'est un sujet qui vient articuler les deux portes d'entrée. Pour finir sur ce premier pied, en fait, ce socle, ce que j'appelle les fondations de la vision, voilà, bon, en termes d'action, en fait, l'idée, enfin voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire sur lequel il faut travailler pendant des jours et des jours, mais peut-être ça vaut le coup, en fait, même dans un CSE, un petit CSE, voilà, assez pragmatique, d'en faire un objet de travail spécifique au sein du CSE et de se mettre, voilà, se partager l'idée, quelle est notre vision partagée du CSE, de son utilité. Et puis si on est plus ambitieux, bah, ça peut alimenter un accord, voilà, un accord sur le fonctionnement du CSE ou une charte sur le fonctionnement du CSE. Et dans la partie introductive, en fait, bah, voilà, écrire bah, pourquoi on met ce CSE, pourquoi pour nous il est important et quel est le rôle de chacun. Alors, pour vous aider sur cette réflexion-là, enfin, j'ai choisi cette ressource-là, qui est un ancien guide Aravis. Aravis est un ancien nom de l'ARACT. Donc, il date de 2008, donc il est ancien, donc il n'est pas à jour sur les aspects juridiques. Tout ce qui a été expliqué précédemment, il n'est pas du tout à jour. Mais je trouve que c'est l'un des guides qui évoque le plus voilà, ces différentes logiques de dialogue social et le pourquoi ça peut être utile et les craintes qu'on peut avoir du côté de la direction, du côté des représentants du personnel et comment essayer de les dépasser. Donc, ça reste une ressource, je pense, intéressante sur ces aspects-là. Donc, vous tapez ces mots-là sur Internet et vous tomberez sur le guide. Il est toujours disponible aujourd'hui sur notre site. Alors, le premier pilier dont je parlais, c'est après la fondation de la vision partagée du CSE, c'est le fonctionnement au quotidien, je dirais, du CSE, donc ces aspects d'organisation et d'animation. Donc là, la question à se poser, toute bête, c'est voilà, comment on peut améliorer le fonctionnement du CSE pour le rendre plus efficace. Nous, de point de vue, le CSE, voilà, dans ses réunions mensuelles, quelque part, c'est un ingrédient de la vie de l'entreprise presque comme un autre. Même, il est certes très singulier, mais il est aussi un peu comme un autre, comme une conduite de projet, comme un lieu où on essaie de produire quelque chose ensemble. Et donc, comme tout travail en fait dans l'entreprise, il peut s'organiser, il doit être animé, ça demande du temps, ça demande des moyens. Et puis, ça s'améliore progressivement. On prend du recul, voilà, sur la dernière fois on a fait comme ça. Maintenant, il faudrait peut-être faire autrement pour être plus efficace. Donc voilà. Donc c'est comment le travail du CSE est pris en tant que tel et peut être amélioré progressivement pour le rendre plus efficace, plus pertinent pour tout le monde, pour que tout le monde s'y retrouve au mieux et qu'on n'ait pas l'impression de perdre son temps en réunion. Par rapport à ça, alors deux diapos qui donnent des clés de lecture pour aider à la réflexion. De notre expérience, bon voilà, c'est un peu schématique évidemment, mais de notre expérience, les entreprises ont tendance à réfléchir réfléchir ou en tout cas à aborder cette question-là de manière souvent informelle comme c'est indiqué, plutôt par l'aspect de la réunion. Qu'est-ce qui se passe pendant la réunion? Et souvent par le prisme de la législation. Qu'est-ce que nous demande la législation sur le fonctionnement du CSE? Et puis on se colle sur cette législation. Alors ces deux portes d'entrée sont évidemment tout à fait pertinentes, mais ce qu'on pourrait proposer, c'est de compléter cette réflexion par deux autres portes d'entrée complémentaires, qui seraient de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe entre les réunions. À notre sens, plus ce qui se passe entre les réunions est riche, et plus la réunion devient naturelle, ça devient un lieu où on met en discussion ce qui a été travaillé, ce qui a été préparé, ce qui a été analysé, et plus la discussion peut être riche, peut être constructive, et moins on découvre comme ça, et puis on discute pendant une heure autour de sujets qu'on ne maîtrise pas trop, en fait. Voilà, donc, réfléchir à qu'est-ce qu'on fait entre les réunions, qu'est-ce que font les représentants du personnel vis-à-vis des salariés, qu'est-ce que font, à quel type de réunion, de projet on peut participer, tous ces aspects-là. Le deuxième port d'entrée qui vient en complément de la porte d'entrée de législation, c'est de réfléchir, c'est un bien grand mot, mais à travers une stratégie, c'est-à-dire voilà, dans l'entreprise, à un moment donné, il y a des sujets à traiter qui sont les sujets du moment. On se donne une méthodologie pour le traiter, et donc c'est de là que découle comment on s'organise. Peut-être que la fréquence des réunions, elle peut fluctuer suivant les moments, suivant les enjeux. Si on décide de rentrer en négociation, il y aura plus de réunions. Si le sujet il est vraiment important, qu'il y a une grosse tension, ça peut demander plus de temps aussi. S'il y a un sujet où on décide de faire venir un consultant, ça demandera aussi plus de temps, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord nos sujets et puis on s'organise en fonction des sujets qu'on a à traiter. Et puis enfin, pour sortir du côté purement informel, ça peut valoir le coup
occasionnellement de formaliser ce fonctionnement dans la charte, ce qui permet d'y revenir voilà, une fois ultérieure, au fait de se dire bon, bah, voilà comment on a fonctionné depuis 2 ans, comment on pourrait améliorer. Ah, pardon. Bon, je vais passer rapidement sur cette diapo-là, en fait, que vous pouvez prendre presque comme un outil en fait, pour votre réflexion. Voilà, sur le fonctionnement, c'est comme si c'était une liste de questions qu'on pourrait se poser et qui pourrait alimenter voilà, une réflexion sur une charte de fonctionnement du CSE. Donc j'ai distingué 4 aspects du fonctionnement, les réunions elles-mêmes, les à côté des réunions, c'est-à-dire ce qui se passe juste avant et ce qui se passe juste après, le travail en dehors des réunions, c'est-à-dire le travail d'investigation et de lien avec les salariés entre les réunions, et puis bon, un aspect plus singulier qui est les phases de renouvellement du CSE, mais qui sont en fait des phases également très importantes, en fait, qui nécessitent elles aussi un travail. Et, voilà, et pour chacun de ces 4 aspects, j'ai listé voilà, différentes questions, voilà, et plus on est performant sur chacune de ces questions, bah, mieux ce sera. Si je prends par exemple le deuxième pavé sur les à côté des réunions, et la question de la planification, la question de la préparation de l'ordre du jour, ça c'est un aspect très important. En fait, plus on est au clair sur l'ordre du jour, un peu en amont, et plus peut-être ça peut favoriser un bon dialogue social. Le fait de partager des documents en amont pour préparer la réunion. Ensuite, après la réunion, quelle forme on donne au compte rendu, comment on l'élabore et comment on le co-rédige, comment on le communique auprès des équipes, ça également c'est très important. Voilà. Donc toutes ces questions-là, chaque point d'interrogation est une source de progrès pour le CSE. Donc, pour finir sur cet aspect du fonctionnement du CSE, voilà, donc un peu comme pour la première partie, sur la vision, j'ai listé quelques pistes d'action opérationnelles que vous pouvez objectifs que vous pouvez vous fixer. Donc là aussi, peut-être formaliser les principes dans une charte. Là, encore une fois, ça peut prendre des formes différentes suivant les entreprises. Ça peut être un document un petit peu conséquent et détaillé si on le souhaite, mais ça peut être aussi juste une page où on se dit, bon, nous, à minima, on souhaite faire ça entre les réunions et faire ça pendant les réunions, et on se donne un petit peu le cadre dans lequel on est organisé. Le fait de l'avoir formalisé, ça permet la fois d'après, par exemple lors des renouvellements, ça peut être l'occasion de faire un retour d'expérience. On a travaillé pendant 2 ans ou 4 ans à travers ce fonctionnement-là, comment il a évolué, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et voilà, c'est l'occasion de mettre à jour la charte et d'incrémenter les démarches de progrès dans le CSE. Un point qui me paraît important, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans beaucoup de CSE, qui est, entre autres, dans les petites entreprises, mais même dans les plus grosses, qui est le mode strict question-réponse. C'est-à-dire, chaque CSE, c'est une liste de questions des représentants du personnel et une liste de réponses attendues de la part de la direction. Donc, c'est un mode qui est en partie inévitable. En fait, tous les CSE fonctionnent en partie comme ça, et c'est bien, et c'est en partie inévitable. Mais ça a aussi ses limites. Ça oblige, soit ça fait qu'on traite que des petits sujets, voilà, et on va jamais vraiment au cœur des sujets un peu plus ambitieux. Soit ça a pour effet que la direction n'a pas forcément de réponses, ou des réponses qui n'arrivent pas au bon moment, où on n'est pas satisfait, etc. Et ça génère aussi de la frustration ou des tensions, enfin ça peut en tout cas en générer. Et donc il nous semble qu'il peut y avoir un deuxième pilier à travers autre que l'aspect question-réponse, qui est l'aspect de travailler des sujets, choisir des sujets, un sujet tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, ou un par an, peu importe, suivant l'ampleur du sujet. Donc sur des sujets et de les traiter de manière spécifique, un petit peu au long cours, en travaillant entre les réunions. Voilà. Et enfin, un aspect aussi qui est important de travailler, c'est le lien avec les salariés et la communication. Parce que souvent, on voit qu'il y a une relative déconnexion entre les salariés et le CSE, qui ne savent pas toujours bien ce qui s'y passe. Enfin, il y a souvent quelque chose qui est un petit peu pas si évident que ça dans le lien entre les salariés et le CSE, même si les représentants du personnel vont les rencontrer, mais malgré tout, ça reste souvent un peu flou. Donc, sur tous ces aspects sur lesquels vous pouvez travailler, en termes de ressources, j'ai pointé ce guide qui est sorti récemment, là, en 2020. En réalité, c'est un guide qui est très large, qui aborde tous les aspects du CSE, d'ailleurs y compris les aspects juridiques, avec à travers des fiches thématiques sur différents aspects, y compris des sujets conditions de travail, etc. Donc, c'est assez vaste, mais entre autres, ça aborde ces aspects de fonctionnement. Donc, vous pouvez vous y repérer. Et il y a entre autres une fiche outil voilà, qui s'appelle l'autodiagnostic du CSE. Donc, c'est une liste de, je ne sais plus, peut-être une trentaine ou une quarantaine de questions en fait, que vous pouvez travailler, soit vous en tant qu'acteur de la direction, RH ou autre, mais soit aussi ça peut être un outil pour travailler en CSE où à la fois la direction le remplit, les représentants du personnel le remplissent, et ça permet d'engager une discussion sur ce que vous pourriez améliorer dans votre CSE.
Donc voilà, vous pouvez télécharger là encore une fois, vous tapez sur Internet le titre du guide et vous le trouverez assez facilement. Deuxième pilier et donc troisième aspect sur lequel je voulais intervenir, qui est l'aspect des compétences. Donc là, la question à se poser, c'est, bon voilà, au regard de nos enjeux propres à l'entreprise, sur quel aspect il sera utile que les membres du CSE, aussi bien côté direction que côté représentant du personnel, acquièrent des compétences. Bon, sous-entendu que ni le président ni les élus sont censés être des experts des sujets. Il y a d'autres acteurs d'entreprise ou des acteurs externes qui seront toujours plus experts que les élus ou que le directeur de l'entreprise. Mais pour autant, s'il n'y a pas un socle minimal de compétences sur différents aspects qui ont à voir avec les sujets traités, bah forcément, on perd un petit peu en richesse et en qualité de dialogue. Donc voilà, c'est un socle minimal à acquérir sans doute sur les sujets, sur les méthodologies d'analyse et de conduite de projet, si on va vers une démarche projet, voire même d'être un petit peu autonome sur certains aspects, comme les questionnaires ou l'analyse d'une situation de travail. Ça peut être intéressant d'acquérir une forme d'autonomie sur ces aspects-là pour les représentants du personnel. Donc là, j'ai listé sur cette diapo, encore une fois, ça pourra vous servir d'outil de pense-bête, mais j'ai listé quelques types de compétences qui, quasiment toutes existent sous forme de formation, qui peuvent exister par ailleurs, ou en tout cas, ou de guides thématiques qui peuvent exister sur ces aspects-là, qui peuvent être utiles pour le CSE, et entre autres sur les sujets conditions de travail. Donc, je les ai regroupés en trois pavés. Un pavé qui est sur les compétences transversales qui, à notre sens, sont toujours utiles pour un CSE. Donc, à savoir les aspects réglementaires et sur le rôle du CSE. Donc, il y a en partie des formations obligatoires ou en tout cas règlements, qui font partie un petit peu de la mise en place des CSE pour les nouveaux élus. Une formation à la conduite de projet, parce que de fait, pour nous, un CSE, il est amené à piloter des projets ou à suivre des projets, et c'est intéressant de partager les compétences sur ces aspects-là. Et l'analyse du travail, parce que pour nous, les conditions de travail se nichent toujours dans le détail du travail, en fait, et donc c'est intéressant de pouvoir avoir un regard sur c'est quoi le travail et quelles sont ses dimensions et comment le comprendre, comment l'analyser. Ensuite, un autre pavé de compétences qui sont des compétences plus liées à des problématiques spécifiques, prévention des risques, documents uniques, démarche QVT, RPS, TMS, etc. Action de travail. Donc, a priori, une entreprise donnée, bien souvent, de manière très importante, très stratégique, elle est concernée par un ou deux, ou maximum trois de ces sujets-là. Ça peut être plus, mais si des gens en ont choisi 2 ou 3, c'est déjà pas mal, en fait. Une entreprise industrielle où il y aurait beaucoup d'accidents, parce que il y a quelque chose qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents, en fait, ça vaut le coup d'acquérir des compétences sur cet aspect-là. Une entreprise de service où il y a plus de tension sur les RPS, ces sujets-là qui remontent, ça peut être ce sujet-là qui est abordé. Enfin, troisième pavé qui est sur des aspects méthodologiques. Je sans doute oublié, mais il y a au moins 3 aspects qui reviennent souvent dans les CSE. Donc, un aspect d'analyse de données. Ça peut être analyse d'indicateurs, analyse de données sociales, analyse de l'absentéisme, par exemple, comment acquérir des compétences sur ces aspects-là. L'approche par questionnaire, c'est souvent une approche qu'aiment bien engager les CSE, mais ça demande des compétences un petit peu là aussi pour le faire de manière efficace. Et puis la négociation, ça a été évoqué. La négociation, c'est pas juste, ça peut être mettre sur la table et puis on négocie, mais ça peut être aussi un apprentissage de comment structurer la négociation, comment faire éventuellement un accord de méthode, comment structurer sa négociation, comment la planifier, comment l'étaler dans le temps. C'est aussi une forme de compétence à acquérir si on veut négocier régulièrement dans l'entreprise. Donc sur ce troisième pilier, sur les compétences, les pistes que je vous propose comme ça, c'est des pistes sur lesquelles vous pouvez vous accrocher. En fait, ça peut être de se fixer, par exemple, un objectif de 1 ou 2 formations par an. Généralement, ce dont je parle, encore une fois, c'est pas de devenir expert. Souvent, c'est des formations courtes de 1 ou 2 jours, donc c'est pas forcément des formations très très coûteuses en temps et en financement si elles sont payantes. Donc ça vaut le coup de se donner, de progressivement monter en compétence sur différents sujets. Ça nous paraît intéressant que ces formations soient suivies conjointement par l'ensemble des participants. C'est-à-dire, parfois, il y a l'idée, les représentants du personnel, allez vous former, les côtés représentants du personnel. Mais ça nous paraît intéressant que l'ensemble des participants suivent la même formation en même temps, parce que c'est ce qui va permettre ça va construire du commun, ça va construire un débat commun. Ça va aider l'entreprise un peu à progresser sur un fonctionnement
plus efficace dans le CSE. Le fait qu'on peut inscrire sa formation dans le plan de formation, voilà, comme une autre formation dans l'entreprise sur d'autres aspects de la vie de l'entreprise. Et puis un aspect un peu différent, mais qui est parfois quand il y a des sujets un peu plus costauds à travailler, ça peut être intéressant de faire venir un consultant, mais auquel cas on peut aussi demander au consultant qu'il y ait une partie transfert, une partie montée en compétence dans l'intervention. Sur cet aspect-là, je vous oriente vers il y a des formations privées, enfin voilà, des différentes formations, il y en a beaucoup, hein, des centres de formation, des réunions de formation qui peuvent aborder ces sujets-là. Mais bon, je vous oriente en partie sur le catalogue de formation de l'ANACT. Là, j'ai mis le lien Internet. Et puis, il y a également la CARSAT qui, sur tous les sujets liés à la prévention des risques, etc., a aussi des formations. Dans les deux cas, c'est soit gratuit, soit en tout cas peu cher, en fait. Voilà, c'est des formations de service public. Donc, vous pouvez aller vers ça. Et puis, au-delà des formations, il y a tous les guides thématiques de l'ANACT ou de l'INRS qui peuvent aussi vous aider à monter en compétences sans aller en formation. Dernier pilier, voilà, que je voulais aborder avec vous, je vais aborder rapidement, en fait, c'est le côté de la relation. En fait, je vais même passer rapidement sur les deux diapos que j'avais, en fait. Hein. Je vais aller directement sur cette diapo-là pour gagner un peu de temps, mais favoriser les échanges après. L'idée, c'est que, dans l'entreprise, il y a du dialogue, en fait, il y a une qualité de dialogue, mais parfois, ça se grippe, quoi. En fait, parfois, ça devient plus... Je vais quand même remettre un peu ce schéma-là, qui peut l'illustrer. Bon, ça prend un exemple, ça peut prendre d'autres chemins, en fait, que celui-ci, en fait, mais il y a le côté où on dialogue, on est constructif, tout se passe bien, et puis il y a le côté où, malgré tout, ça se grippe un peu, ça peut commencer par un peu de mésentente, d'incompréhension, ce qui génère des frustrations, puis progressivement, on va vers... plus des tensions et de l'évitement, et quelque chose qui se grippe et qui fait que le dialogue est de moins en moins constructif. Et puis, à l'extrême, ça peut aller jusqu'au conflit. Donc, indépendamment d'arriver au conflit, en fait, ça vaut le coup de surveiller un petit peu la qualité du dialogue et de se dire, est-ce que la manière dont on dialogue, la manière dont on échange dans le CSE, ça reste constructif, ça reste déjà respectueux, je dirais, et constructif, et est-ce qu'on arrive en permanence à sortir à la fin de la réunion avec quelque chose de plus que ce qu'on est rentré. Donc là, j'ai listé deux situations en termes de pistes d'action. La situation où, il n'y a rien de très, très grave, mais on se dit quand même que peut-être qu'on pourrait progresser sur ces aspects-là. Auquel cas, vous pouvez travailler sur les trois piliers que j'ai évoqués avant, en fait, vision, fonctionnement, compétences, parce que si on travaille vraiment sur ces aspects-là, c'est de nature à favoriser, on devient plus efficace, et donc l'efficacité génère une relation de confiance, et donc on progresse sur la qualité de la relation. Et puis si par ailleurs, malgré tout, c'est un petit peu parfois un peu limite, prendre le risque d'en discuter, prendre le risque de se dire, bon, attendez, là j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à s'écouter, qu'on n'arrive plus à dialoguer de manière sereine. Voilà, il faudrait qu'on échange un petit peu là-dessus, en faire un sujet de discussion, comme un autre, en fait, sur se dire comment on pourrait progresser sur cet aspect-là. Et puis si vraiment c'est plus dégradé, de fait, l'entreprise a du mal à en sortir, en fait, et donc potentiellement, en fait, ça peut être intéressant de faire intervenir un tiers. Et sur cet aspect-là, en termes de ressources, il y a un dispositif qui s'appelle Appui aux relations sociales, donc à réseau en abrégé, qui est vraiment dédié à ces questions-là, en fait, des entreprises où il y a une relation un peu dégradée, où le dialogue est bloqué, et qui vise à travers une logique, alors c'est pas vraiment de la médiation, mais en tout cas c'est une logique de séminaire où progressivement on cherche à renouer un mode de dialogue où les personnes arrivent à se redire des choses plus sereinement. Donc voilà les quatre piliers que je voulais, ma fondation, mes trois piliers que je voulais aborder. Et pour finir ma présentation, donc ma dernière diapo, en fait, je voulais dire quelques mots sur le cas des entreprises sans CSE. Alors en réalité, en fait, en entreprise sans CSE, ça concerne finalement deux cas de figure qui sont quand même assez différents. Il y a l'entreprise de moins de 10 ou même de moins de 15, moins de 20, dans lequel il n'y a pas de CSE. En tout cas, la petite TPE où il n'y a pas de CSE parce qu'il n'est pas censé rien avoir dans les moins de 11, où il y a carence dans une entreprise de 12-13, en fait, qui vient de passer à 12-13. Donc voilà, c'est un cas particulier. Auquel cas, la question, c'est quel espace de discussion peuvent tenir un rôle un peu comparable à ce que j'ai évoqué, en fait. Et alors,
au-delà de l'aspect de négociation, elle a été évoquée dans la présentation précédente, qui est l'aspect de référendum, si on veut vraiment négocier et générer du cadre un petit peu avec les salariés. Mais au-delà sans aller jusqu'à cet aspect de référendum et de négociation, voilà, qu'est-ce qui peut un peu remplacer ce lieu d'échange un peu qui serait le lieu d'échange du CSE. Et donc voilà, les réflexions que je vous soumets, en fait, c'est le fait de provoquer occasionnellement des réunions entre le dirigeant et les salariés qui sortent de l'urgence du quotidien, qui sortent du quotidien de la production, voilà, des contingences liées à la vie immédiate de la TPE, et de provoquer une réunion un peu plus à froid, un petit peu en dehors du temps, où on peut échanger sur l'année écoulée, sur ce qui s'est bien passé ou ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné, ou alors d'échanger ou ne serait-ce que déjà des questions-réponses sur les évolutions en cours ou à venir. Voilà. Déjà rien que ça, d'avoir des lieux où les personnes peuvent vraiment poser leurs questions spontanément et librement en collectif et avoir des réponses du directeur, ça peut être intéressant. Un temps d'échange spécifique sur un problème récurrent dont on n'arrive pas à sortir et qui ça vaut le coup de prendre le temps de discuter dessus. Voir la création d'un petit groupe de travail sur un sujet qu'on veut traiter. Voilà, donc comment retrouver des petits espaces un petit peu hors de la vie de l'entreprise pour travailler sur des sujets ou des questions importantes. Puis le deuxième cas, qui est le cas de la carence du CSE, carence de CSE dans une entreprise de 20, 30, 40, 50 salariés. Bon, auquel cas, il y a un peu les mêmes idées que je viens de dire précédemment, mais aussi la question de pourquoi il y a cette carence et comment susciter de l'intérêt. De mon point de vue, voilà, au-delà d'une certaine taille d'entreprise, c'est révélateur, c'est quand même étonnant qu'à partir de 30, 50 salariés, il n'y a vraiment personne qui soit intéressé pour améliorer les conditions de travail de l'entreprise, pour améliorer les aspects de la vie de l'entreprise et échanger avec la direction sur ces aspects-là. Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas de volontaire, pourquoi il y a carence. Et voilà, donc ça veut dire aussi travailler sur la réunion d'information et d'échange sur l'intérêt de créer un CSE. Voilà, ça peut vouloir dire aussi réfléchir sur un cadre qui soit intéressant, et j'ai mis le mot rassurant, en fait, parce que parfois il y a peut-être aussi des logiques de crainte, en fait, ouais, j'ai pas envie de m'exposer, pourquoi moi, enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc proposer un cadre rassurant et d'expérimenter, d'essayer, en fait, proposer un cadre qui soit rassurant pour les salariés. Et puis aussi, si la carence ça arrive après un CSE qui existait avant, c'est aussi comment valoriser ce qui s'est passé dans le CSE et comment favoriser le fait que, oui, ce qu'on y fait, c'est utile, c'est intéressant, et comment favoriser le renouvellement des élus. Alors, en tout cas, voilà, réfléchir sur le pourquoi de la carence. Voilà, j'en ai fini, et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Rémi, pour cette présentation, elle aussi très complète et très claire. Et illustré, donc merci beaucoup. Et puis ça fait, je pense, un bon lien avec l'intervention qui va suivre de Mathieu. Donc voilà, Mathieu, je vous laisse prendre la parole à votre tour. Alors, juste Rémi, si vous pouvez désactiver votre partage, comme ça on revient normalement en haut à droite. Ah, Mathieu. C'est bon. Super, parfait. Merci beaucoup, Rémi. Et Mathieu, je vous en prie. Oui, alors pour ma part, on m'a demandé d'intervenir pour un témoignage par rapport à notre entreprise, donc pour situer un petit peu le contexte. Donc notre entreprise s'appelle Alfred, c'est une petite structure d'aide à domicile qui aujourd'hui compte 80 salariés. Je dis petit parce que dans notre secteur, il y a très rapidement de plus grosses structures. Et on est en phase de croissance assez rapide puisque en 2020, on était 40. Donc du coup, on croît assez vite. Et les instances de dialogue type CSE ne sont pas en place chez nous aujourd'hui parce que on a carence. On avait une carence historiquement sur notre entreprise en début 2020 de mémoire. Et on a eu une carence, il y a une carence aussi sur une société qu'on a rachetée en 2021. L'objectif de 2022 est de ressusciter de l'intérêt pour cet espace de dialogue et donc recréer un peu de dialogue avec nos équipes pour que ça puisse rentrer dans ce cadre-là. Historiquement aussi, on avait des délégués du personnel, deux personnes, qui en fait ont toutes les deux rejoint leur famille, une à La Réunion et une à Lille. Donc du coup, on a perdu nos représentants.
Et depuis, en fait, on s'est dit, bon, bah, cet espace d'échange est quand même agréable, même s'il était quand même beaucoup moins cadré à l'époque, qu'il ne l'est aujourd'hui avec le CSE. Et on arrive à partager des éléments qui sont plus de l'ordre de la vision et à prendre un temps de recul, chose qu'on peut difficilement faire au quotidien. Donc, on a gardé un petit peu un mode de fonctionnement qui rejoint un mode CSE, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de management en mode projet. Quand un salarié nous signale quelque chose qu'il aimerait mettre en avant ou quand nous, on signale à l'équipe des choses qu'on aimerait développer, dans ces cas-là, on demande des volontaires. Donc, quand c'est nous qui portons le projet, on demande si des salariés veulent participer à ce projet. Quand c'est un salarié qui apporte une idée, ben on demande s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont intéressées pour l'aider à porter le projet. Et on organise des petites réunions avec ou sans direction, mais en tout cas toujours sur des temps rémunérés pour avancer sur le projet et essayer de faire mûrir ce projet. Donc ça, c'est pas un mode CSE, ça va bien quand c'est des projets qui sont pas fondamentaux pour l'entreprise. Typiquement, on peut pas gérer un accord sur aménagement temps de travail comme ça. Mais par contre, sur des projets qui peuvent être structurants pour les équipes ou pour la vision, c'est assez intéressant. On arrive à faire remonter beaucoup d'infos. Mais j'ai pas réussi à faire la bascule de ces gens souvent intéressés, c'est quand même très souvent les mêmes, pour leur dire, pour leur faire entendre, mais postuler pour devenir membre du CSE. J'ai été un petit peu déçu des dernières élections qu'on a organisées, puisqu'il n'y avait personne qui était volontaire. Et du coup, au moment où je rédige le PV de carence, la même semaine, j'ai 3 personnes qui me disent « Oh, moi, ça m'aurait peut-être plu ». Donc, du coup, il faut qu'on les réorganise, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, ça c'est un petit peu dommage, peut-être un manque de dialogue de ce côté-là. Voilà. Et autrement, des choses simples, mais on fait des boîtes à idées, on a un très bon climat social dans l'entreprise, ce qui n'est pas toujours évident dans notre secteur puisque nos salariés, on ne les voit pas. Et ils sont chacun chez une personne différente, donc on peut facilement entendre qu'il y a peu d'entraide. Donc chez nous, il y en a, ça c'est important. On organise beaucoup de choses pour qu'ils se rencontrent. On a fait un séminaire. Pareil, je suis assez proche de mes confrères, c'est plutôt rare, un séminaire avec nos intervenants dans notre secteur, je parle encore une fois. On fait un arbre de Noël, on fait pas mal d'événements. C'est là, on a dû annuler à cause du Covid, mais malgré tout, on essaie d'être assez dynamique. Et voilà, donc moi, ce que je note des 2 interventions précédentes, donc sur la partie juridique, j'ai noté 2-3 petites choses supplémentaires qui viennent compléter ce que j'avais déjà. Et par contre, sur la partie un peu plus organisationnelle, j'ai noté pas mal de choses pour essayer de remotiver les personnes à être présentants au CSE. Voilà, donc je suis plus là pour un témoignage. Je peux répondre aux questions s'il y en a sans problème. Merci Mathieu, merci beaucoup pour votre témoignage et puis le partage de ce que vous mettez en place, les bonnes pratiques. Alors là, c'est un petit peu le but de ce temps. Après votre intervention, si parmi les participants ou si même les intervenants souhaitent déjà réagir à ce qui a été dit, et si vous souhaitez partager vos bonnes pratiques également, poser des questions à nos intervenants, c'est le moment où tout simplement, si vous voulez exposer votre façon et votre gestion du dialogue social avec ou sans CSE. Je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Quoi ? Peut-être que vous ne souhaitez pas échanger là-dessus.
Il y a des questions déjà sur les présentations. C'était tellement complet, peut-être qu'il n'y en a pas. Bon, après, écoutez, de toute façon, si vous n'avez pas forcément de questions ou si vous souhaitez échanger, mais a posteriori du webinaire et pas forcément en séance, entre guillemets, comme ça, de toute façon, aussi bien nous que les intervenants, nous tenons à votre disposition. Évidemment, si vous avez des points en particulier à soulever ou si vous souhaitez tout simplement a posteriori poser vos questions. Alors, sachant que je parle sous le contrôle de nos intervenants, Alexandre et Rémi, est-ce que vos supports sont diffusables pas pour les participants aujourd'hui et pour ceux qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui? Oui, de notre côté, il n'y a aucune difficulté, comme pour les webinaires précédents, il n'y a aucun problème, on partagera notre support avec plaisir. Bien. Super, merci. Pareil pour moi, évidemment. Je vous l'ai envoyé ce matin, vous pouvez le diffuser. Voilà, très bien. Voilà. Oui, on a été moins bon élève, on l'a pas envoyé ce matin, mais il sera diffusable. L'essentiel, c'est de l'avoir. Voilà, exactement, c'est pas grave. Pas de problème. Après, l'objectif, on va dire que depuis déjà plusieurs années, depuis déjà le début des années 2000, les objectifs des gouvernements successifs, ça a été vraiment de mettre en avant le dialogue social et beaucoup aussi dans sa partie négociation. L'objectif étant de plus en plus, et c'est les communications qui vont aussi dans ce sens, c'est de favoriser au maximum la négociation, la mise en place de règles spécifiques au plus près de l'entreprise. Et c'est effectivement dans cet objectif-là que les voies alternatives de négociation en l'absence de délégués syndicaux ont fortement été développées ces dernières années. Donc après, effectivement, il y a des outils qui existent. Après, il y a la théorie, entre guillemets, les outils qui sont disponibles, et puis la possibilité de les faire vivre dans la vraie vie des entreprises. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir un gap, et ça me permet de rebondir sur ce que disait Monsieur Vérité, sur le fait que, effectivement, le CSE, effectivement, pour le faire vivre, encore faut-il déjà en avoir un, et donc avoir des personnes qui sont intéressées dans cette démarche-là. Donc, et puis, bon, selon les secteurs d'activité, on arrive plus facilement à avoir des candidats que dans d'autres, ça aussi parce qu'il y a un historique culturel, il y a des organisations syndicales implantées ou pas, ça compte aussi, et effectivement, aujourd'hui, de moins en moins de salariés sont syndiqués, donc là, après, moi, j'ai pas d'opinion à porter là-dessus, mais effectivement, forcément, ceux qui sont totalement déconnectés des organisations syndicales ont peut-être, de prime abord, une appréhension plus forte pour aller se lancer dans ce type d'instance. Donc après, effectivement, on va dire que si la volonté, c'est vraiment d'instaurer un dialogue social et un cadre de discussion qui soit pour le coup légal, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même un support intéressant, et bien effectivement, après, on est vraiment dans la phase d'incitation et tentative de rassurer en tout cas les salariés sur les intentions et l'objectif de cette démarche-là. Merci beaucoup Alexandre pour ce complément. Et bien écoutez, après, si vous n'avez pas de... Alors, sachant que donc, l'enregistrement vous sera envoyé également, et sur notre site internet sera mis en place, mais à compléter, un espace ressources santé au travail sur lequel vous pourrez trouver les enregistrements des webinaires notamment. Donc le lien vous sera également envoyé de cet espace dédié. Alors je refais un essai, sait-on jamais. Et si quelqu'un souhaite intervenir ou a éventuellement des questions. Ou un témoignage. Souhaite tout simplement témoigner de ses bonnes pratiques, ou de ses pratiques en général. N'hésitez pas, c'est le moment, sinon nous aurons terminé plus tôt. Mais n'hésitez pas, c'est le moment. En plus, vous avez des professionnels à votre disposition. Toujours.
Bon, bah donc On est c'est timide, c'était aujourd'hui. voilà. C'est que c'était très clair. C'est clair. Voilà. Bon, ben, en tout cas, une nouvelle fois, déjà merci aux participants aujourd'hui. Merci aux intervenants. Merci une nouvelle fois, Alexandre et Dorian, d'avoir renouvelé votre confiance et votre expertise lors de ce webinaire. C'était une nouvelle fois Très enrichissant. clair et enrichissant, absolument. Merci beaucoup, Rémi et à l'ARACT d'avoir proposé cette présentation aussi très claire et instructive et très riche. Donc, merci beaucoup. Et puis, Mathieu, d'avoir témoigné sur vos pratiques. Ça faisait, je crois, un bon fil conducteur et ça terminait bien, disons, les propos qui ont précédé. Je crois que ça a bien illustré, en tout cas, la problématique du dialogue social, en plus dans votre cas avec une carence. Donc, voilà, merci beaucoup, en tout cas, à tous. Je reviendrai vers vous très certainement pour un prochain webinaire. Pour 2021, c'est fait, mais et donc voilà, c'est en 2022, je pense que nous aurons d'autres sujets à aborder et vous serez bien évidemment conviés à ces sessions de formation que j'ai le plaisir à animer et à proposer avec Claire. Et puis évidemment, vu qu'on arrive déjà au 16 décembre, il nous reste à vous souhaiter De belles fêtes. bonne fin d'année, de belles fêtes, absolument, pour mieux vous retrouver en 2022. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je pense qu'on va se quitter là. Voilà. Bonne fin de journée, bonne journée à tous en tout cas. Merci, au revoir. Merci beaucoup.